Hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien chez vous et que vous allez très bien fêter vos fêtes de fin d'année et de Noël. Alors comme vous avez sûrement remarqué, les sujets d'aujourd'hui, c'est les rôles qu'occupait la reine-mère dans l'Afrique impériale. Donc je ne vais pas interagir, d'ailleurs dans la vidéo vous n'allez pas me voir, voilà pourquoi je fais ce podcast. Donc aujourd'hui j'interagis avec Natou Pedro Sakombi qui est une auteure, essayiste, critique littéraire et doctorante en histoire d'origine nigériano-congolaise. Ses écrits tournent principalement autour de l'histoire de l'Afrique et des questions féminines africaines d'hier et d'aujourd'hui. Alors elle est auteure de 2 livres que je trouve très intéressants. Je vous invite d'ailleurs à aller visiter les livres. Je vous mets le lien dans la description. Le premier livre s'appelle « Maternisme ». Le deuxième livre s'appelle « Du sang bleu à l'encre noire ». Je vous mets le lien dans la description pour aller acheter son livre. Voilà, et ensuite, elle a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Natura, où elle raconte des histoires sur l'Afrique, principalement sur les femmes africaines et tout ça. Donc voilà, mais aussi, elle a sa gamme de produits, des cosmétiques africains en tout cas, pour la peau, des femmes noires, des femmes d'Afrique et tout. Donc voilà, je vous mets aussi les liens dans la description pour aller la suivre. Maintenant, on écoute Natou et je reviens juste à la fin de la vidéo. Mira et bonjour à tous les téléspectateurs de cette magnifique émission dont je salue d'ailleurs l'initiative. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve ici dans l'ancien royaume du Dahomey. Donc on est au Bénin, à Cotonou plus exactement, et nous allons échanger sur la thématique des reines-mères. Alors qu'est-ce qu'une reine-mère ? Ce que nous devons d'abord savoir, c'est que le terme reine-mère, c'est une traduction française de différents termes utilisés par différents peuples africains pour parler de femmes au pouvoir. Donc avant même la notion d'ancienne qui dirige ou de mère du roi, mère du monarque, il y a cette notion de femme au pouvoir. Si l'on prend cet exemple chez les Akans ou les Ashanti, où on parle du terme Hema, qui signifie littéralement femme qui dirige, on se retrouve vraiment dans cette idée qu'avant d'être une mère ou d'être reine, on est vraiment dans cette notion de femme qui a un certain pouvoir. Autre exemple intéressant, c'est celui du terme Maïjira dans la tradition Pabir. Maïjira peut être littéralement traduit par monarque femelle. Donc on est véritablement dans cette notion de femme qui dirige. Alors, on peut prendre un autre exemple qui est très révélateur aussi. Dans l'ancien royaume du Bénin, les reines-mères, qu'on appelle les Iyoba, dirigent à partir d'un bureau, et ce bureau est appelé tabouret ou trône. Donc encore une fois là, on a affaire à des femmes qui sont appelées par les africanistes qui arrivent en Afrique, des reines-mères, mais qui en réalité sont des femmes qui ont un pouvoir et des femmes qui dirigent, et pas forcément les mères de rois ou pas forcément de femmes très anciennes qui dirigent. Pareil en Ouganda, quand on parle de reine-mère, donc en tout cas quand les africanistes ont décrit certaines femmes de ce territoire-là lorsqu'ils arrivent comme des reines-mères, mais en fait les mots utilisés pour désigner ces femmes-là, quand on les traduit littéralement en français ou en anglais, il ne s'agit pas de reine-mère, mais de femmes au pouvoir, donc de femmes qui dirigent. Donc, durant la période précoloniale, on observe que plusieurs sociétés d'Afrique, et principalement d'Afrique de l'Ouest, sont organisées autour d'autorités telles que des chefs, des rois, des empereurs, des reines, mais il y a également celles qu'on appelle les reines-mères. Et ces dernières sont des femmes d'un certain âge. Parfois, ce sont les mères de rois. Parfois, ce sont simplement des femmes d'un certain âge, d'anciennes, qui dirigent. Et elles sont considérées vraiment comme des figures politiques très importantes et elles inspirent un grand respect. Si l'on prend encore une fois l'exemple de la tradition Akan, on sait que les reines-mères sont considérées comme des souveraines autonomes, bien qu'elles aient leurs homologues masculins ou féminins dans toutes les sphères de la hiérarchie politique.
Alors, ces reines-mères avaient un certain pouvoir. Et le premier pouvoir qu'elles possédaient était un pouvoir d'ordre spirituel. Elles étaient vraiment considérées comme les têtes spirituelles de leur communauté. Et elles étaient aussi surtout considérées comme les gardiennes de la connaissance généalogique de leur lignée. Donc, elles étaient vraiment respectées par rapport à cela. Sur le plan politique, elles avaient le droit de veto sur les décisions du roi ou du chef. Elles pouvaient par exemple aussi nommer leur propre ministre ou aussi même choisir, donner leur avis plutôt, disons, par rapport aux candidats qui se présentaient pour devenir les prochains chefs, en tout cas si les tabourets des chefs étaient vacants. Elle pouvait aussi présider des procès, elle gérait des litiges, des problèmes d'ordre familiaux, des problèmes d'ordre conjugaux. Donc bien évidemment, les reines-mères qui ont vraiment marqué l'histoire sont celles qui ont eu une influence considérable sur leurs fils, qui étaient donc les monarques, et qui ont... dont les décisions ont été marquées du sceau de ces femmes absolument incroyables. On peut citer par exemple la reine Nazabidoum, qui est du royaume Bamoun, du Cameroun, qui était donc la mère du fond du Bamoun, qui était Njoya. Alors on peut aussi parler de la mère de Shaka Zulu, qui est Nandi, qui a eu une influence extraordinaire également sur les décisions que prenait son fils, déjà même dans la manière dont son fils gouvernait. On reconnaissait l'éducation de la mère. On peut bien évidemment parler aussi de Lioba Idia, qui était donc la reine-mère, la toute première reine-mère du royaume du Bénin. Lioba Idia, qui exerçait un pouvoir spirituel absolument formidable et qui disposait elle-même d'un bureau en fait. Et lorsque les africanistes arrivent justement dans le royaume du Bénin, ils sont tellement perturbés, on va dire, de voir cette relation qui existe entre Loba du Bénin, qui est donc le roi, et Lioba, qui est sa mère, qu'ils ont même l'impression qu'il y a une espèce de relation incestueuse dedans. Mais c'est parce que simplement, ils ont mal, analysé cette relation qui était d'ordre plutôt spirituel. Il s'agissait bien évidemment d'une union entre la mère et le fils, mais il s'agissait d'une union symbolique et pas d'une union incestueuse comme les africanistes ont pu le penser. Donc les reines-mères avaient vraiment un pouvoir extraordinaire et vraiment je pense qu'on peut s'en inspirer encore aujourd'hui. Alors, certaines reines-mères existent encore aujourd'hui, par exemple au Ghana. Au Ghana, on retrouve encore beaucoup de reines-mères, mais elles attestent que leur autorité n'est plus aussi respectée qu'avant, que les autorités des chefs masculins ont constamment pris le dessus au fil des générations, et cela s'explique évidemment avec l'arrivée des colons qui ont petit à petit cassé le pouvoir de ces reines-mères pour instaurer un peu plus de patriarcat justement. Et bon, elles continuent tant bien que mal à exercer leur rôle et à s'adapter au monde changeant qui les entoure. Leur position est quand même restée vitale au sein de certaines traditions africaines. On sait par exemple qu'au Ghana, certaines participent aux affaires politiques, elles contribuent par exemple à la sensibilisation de certaines questions sociales. Donc elles restent des personnalités influentes quelquefois. Moi je continue à penser que ces reines-mères peuvent encore beaucoup nous inspirer, nous autres femmes africaines, fortes de ces traditions dont elles ont hérité, de ces capacités à gouverner dont elles ont hérité, même si on ne leur laisse pas les exercer pleinement. En tout cas, elles sont les gardiennes de nos traditions, elles sont les héritières des connaissances en matière de gouvernance, en matière de gestion familiale, en matière de gestion juridique même, on va dire, de gestion des conflits. Et vraiment, il serait intéressant en tout cas de retrouver ces reines-mères qui existent encore et de s'en inspirer. Donc voilà. Merci énormément Natou d'avoir interagi dans cette vidéo. Merci d'avoir eu le temps de tourner cette vidéo et de répondre à mes questions. On en a beaucoup appris. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris et je pense que ces femmes doivent nous inspirer aujourd'hui. J'espère que ceci vous a inspiré. Ceci va motiver plusieurs personnes à considérer la femme et la femme aussi à se considérer, à savoir que
non seulement elle est mère, mais elle peut aussi diriger. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification, partagez la vidéo, commentez et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire ou podcast. Ciao!